Maintenant, on passe à notre premier panel qui va porter sur l'hormonothérapie. Nos panélistes vont notamment vous parler de l'intérêt des thérapies hormonales et des stratégies pour favoriser la tolérance et l'adhésion au traitement. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez poser des questions via Slido. On va y revenir à la fin de chaque conférence ou panel. Et puis, au bout d'environ 45 minutes, je vais vous inviter à poser des questions et il y aura possibilité de le faire au micro qui se trouve à peu près au centre ici. Donc, on invite nos panélistes. Donc, professeure Sophie Lausier, professeure titulaire, Faculté de pharmacie, Université Laval et chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec, Université Laval. Bonjour. Docteur Jamil Asla. Bonjour. Médecin, oncologue médical, Centre universitaire de santé McGill, président du comité scientifique du groupe McPixie-Roy. Et Marie-Andrée Côté, patiente partenaire, CHUM et Centre de recherche du CHUM, Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, et elle-même atteinte d'un cancer du sein. Elle sera la modératrice de ce panel. Donc, je vous laisse. Bonne discussion. Je vous reviens tout à l'heure. On peut les applaudir. Bonjour. Merci, Martine. Alors, l'hormonothérapie, quel sujet chaud pour débuter cette journée. Alors, l'hormonothérapie est souvent prescrite dans la prise en charge du traitement du cancer du sein hormonodépendant, ce qui représente environ 80 des cas de cancer du sein. Une analyse qualitative de la littérature a rapporté que les patientes atteintes d'un cancer du sein qui bénéficient d'une hormonothérapie demandent de plus en plus d'informations en continu pour comprendre la thérapie elle-même, pour aussi comprendre leurs propres risques par rapport à la maladie et se préparer aux effets secondaires. Docteur Asla, est-ce que je le prononce bien? Oui. Merci. Ça va être long, donc je suis aussi bien de partir du bon pied. Pourquoi a-t-on recours à l'hormonothérapie? Quels sont les bénéfices attendus? Merci, je suis content d'être avec vous. Et puis, je suis content aussi que vous ayez répondu juste 1% d'oncologues. C'est vrai, c'est vous qui êtes important. Et donc, le cancer du sein, c'est une maladie très complexe. Il n'y a pas un cancer du sein, il y a plein de cancers du sein. Et puis, il y a une différence entre le cancer du sein in situ et le cancer du sein invasif. Dans les deux cas, il y a l'hormonothérapie qu'on prescrit. Et le bénéfice n'est pas le même pour les deux. Le in situ, c'est vraiment une prévention et un bénéfice important. Mais on pourrait faire des discussions plus approfondies sur l'in situ et le bénéfice. Quand on a un cancer invasif œstrogène positif, ça dépend dans quel stade on est. Quand on vient de se faire opérer, quand on est dans un stade non métastatique, il y a un bénéfice parce qu'on va éviter les rechutes. Une fois qu'on est en rechute, ça devient une autre maladie. Donc on ne veut pas que nos patientes aient des rechutes. Donc on va essayer d'expliquer l'hormonothérapie parce qu'on veut mettre les œstrogènes au repos, on ne veut pas stimuler les cellules dormantes. Et c'est ça, mais on a affaire aussi, dans ces cancers invasifs œstrogènes positifs, différents types de cancers. Il y en a où le bénéfice va être très important, et puis il y en a où le bénéfice va être moins important. Okay. Mais dans tous les cas, on va essayer, même s'il y a des bénéfices assez faibles, on va essayer de prescrire parce que c'est des patients qui vont le tolérer très bien. Et donc, elle va avoir même ce faible bénéfice, mais comme leur survie est longue, on a la chance d'être dans un pays où on vit longtemps, et donc ce bénéfice va se poursuivre avec le temps. Et donc, mais après, quand le bénéfice est faible et quand la qualité de vie, comme on en parlait, est insupportable, ben non, là, il n'y a pas de raison. Là, on peut faire des compromis, essayer de diminuer les doses, de changer de traitement, de voir un peu. Le problème, c'est que quand le bénéfice est important, quand la tumeur est plus agressive, et c'est là où on n'a pas envie de faire des compromis, mais on doit écouter les patientes, on doit essayer d'autres médicaments contre, par exemple les bouffées de chaleur, contre les effets secondaires, du sport, il y a plein de choses à faire pour diminuer les effets secondaires. On va y revenir, oui. Excusez-moi, je vous ai quasiment coupé la parole. Non, c'est correct. Il faut me couper la parole. Les questions vont suivre après. Quels sont les différents types de thérapie hormonale et comment fonctionnent-elles? C'est pour moi ou pour... Docteur Asla, professeur Lausier. Docteur Asla, laisse la question. Oui, donc il y a un classiquement de types de thérapie anti-hormonale. Il y a le tamoxifène, qu'on connaît bien, un anti-œstrogène, et puis il y a les anti-aromatases.
Donc, ces thérapies, généralement, on va dire que le tamoxifène est le moins toxique, mais il y a beaucoup de patients qui se plaignent des effets secondaires. Les anti-aromatases, on généralement les prescrit pour les patientes post-ménopausées et le tamoxifène pour les patientes préménopausées. Après, on peut jouer pour les préménopausées quand on voit des hauts risques par les agonistes LHRH, donc le Zoladex par exemple. Ça, c'est les principaux hormonothérapies. Merci. Et comment on détermine la durée du traitement? Ça, c'est la question à $1 million. Donc, l'oncologue voudrait qu'on prenne de l'hormonothérapie le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que des cancers à bas risque, des cancers in situ, les luminal A qu'on appelle, qui sont très fortement œstrogènes, et puis la prolifération est très faible, quand il n'y a pas de ganglion, 5 ans, ça nous paraît adéquat. Et quand on a des cancers plus graves, ben là, en anglais, on dit as long, il n'y a pas de limite. Mais c'est vrai qu'après 7 ans, on est confortable, après 10 ans, on est encore plus confortable, et puis celles qui n'ont aucun effet secondaire, on leur dit continuez. Ah oui, OK. Mais voilà, donc la littérature, pour l'instant, c'est 10 ans. Mais il y a beaucoup d'oncologues qui pensent qu'on ne devrait pas arrêter l'hormonothérapie, mais il y a aussi des effets secondaires de l'hormonothérapie, même s'il n'y a pas de symptômes. Tout à fait. L'hormonothérapie joue donc un rôle important dans la réduction du risque de récidive. Toutefois, pour en tirer des bénéfices, il importe de prendre le traitement de façon adéquate. Or, on rapporte jusqu'à présent, on rapporte dans la littérature, qu'il y a jusqu'à 30 à 40 des personnes qui l'arrêtent de leur propre décision, sans forcément en parler à l'équipe clinique, ou ne la prennent pas convenablement. Professeur Lausier, pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes de prendre le traitement? Donc, l'adhésion au traitement, c'est composé de 3 comportements, si on veut. D'abord, c'est initier le traitement, puis il y a déjà certaines femmes qui vont refuser de débuter le traitement. Donc, il y a une perte à ce niveau-là déjà. Ensuite, l'adhésion au traitement, c'est prendre le traitement pour toute la durée prescrite, 5, 10 ans, 7 ans. Et aussi, c'est le prendre correctement au jour le jour, selon la posologie qui est recommandée. Dans la littérature, il y a plusieurs études qui ont été faites pour voir quels sont les facteurs qui sont associés à l'adhésion à l'hormonothérapie adjuvante. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés, par exemple, aux caractéristiques sociodémographiques comme l'âge, le stade de la tumeur. Et ce qu'on voit, c'est que ces facteurs-là ne sont pas associés de façon constante à l'adhésion. Les facteurs les plus importants, c'est des facteurs qu'on dit psychosociaux. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est des facteurs qui sont modifiables, sur lesquels on peut travailler. Donc, on a trouvé de façon assez constante dans la littérature que d'avoir de l'information compréhensible influence positivement l'adhésion, de savoir à l'avance qu'il y aura potentiellement des effets indésirables et de savoir quoi faire va influencer l'adhésion, de se percevoir à risque d'une récidive et de croire que le traitement va pouvoir nous aider avec ça. C'est très important. Et il y a des facteurs qui sont associés beaucoup à la relation entre la patiente, comme on l'a vu dans la première présentation, entre la patiente, le patient et l'équipe soignante. Donc, des facteurs sur lesquels on peut travailler. Parfait. Et comment on peut améliorer l'adhésion à l'hormonothérapie, professeur Lausier? Oui, bien, comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer l'adhésion. Donc, nécessairement, nos interventions doivent être multifactorielles. Ce qu'on sait, c'est que les interventions qui vont fonctionner, c'est les interventions qui vont donner toutes les connaissances nécessaires pour comprendre la maladie, mais aussi comprendre comment le médicament fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait exactement dans le corps, puis pourquoi il peut aider à prévenir un risque de récidive. Savoir comment le prendre, avoir toutes les instructions. Qu'est-ce qu'on fait si une dose est omise, par exemple? Donc, ça, c'est au niveau des connaissances. La deuxième chose sur laquelle il faut intervenir, c'est au niveau des capacités. Donc, est-ce que la personne est en mesure d'établir une routine, de la maintenir, même quand il y a des imprévus, vacances, voyages, etc. Et aussi sa capacité à faire face aux effets indésirables. C'est certain qu'elle va avoir besoin de soutien de l'équipe traitante parfois pour avoir des conseils, mais est-ce qu'elle connaît les effets indésirables, est capable de les rapporter et savoir où aller chercher l'information et appliquer les stratégies? L'autre chose sur laquelle il faut intervenir et qui est très, très importante, c'est la motivation. Donc là, on est dans un contexte où on vise à prévenir quelque chose. Donc, on n'a pas les effets tangibles immédiatement, les bénéfices ne sont pas tangibles concrètement,
Donc, la motivation, qu'est-ce que c'est? Elle doit être construite en rappelant constamment quels sont les avantages potentiels, les bénéfices de prendre la thérapie. Parce qu'au final, l'adhésion au traitement, c'est de faire la balance entre les inconvénients et les bénéfices. Et si une personne expérimente beaucoup de difficultés et que les bénéfices ne sont pas dans la balance, bien, on ne va pas favoriser l'adhésion. Et la dernière chose que je dirais, il y a une dimension très importante qu'on doit considérer quand on intervient, c'est la dimension émotionnelle, affective. Parce que quand on arrive au traitement d'hormonothérapie, bien, les personnes ont traversé déjà plusieurs épreuves. Et dans nos études, quand on parle aux patientes, il y a des patientes qui vont voir le traitement comme étant de l'espoir, une chance, une façon de prendre soin de soi. Mais il y a d'autres patientes qui nous disent que c'est un rappel constant de la maladie. Donc, quand on intervient, il faut prendre en considération toutes ces choses-là, selon moi. Et je me permettrais d'ajouter un petit point qui peut aider aussi dans la motivation, l'adhésion, etc. C'est aussi de parler avec des personnes qui ont utilisé ce traitement-là, qui le suivent, et plusieurs personnes, parce que pour quelqu'un, ça peut être épouvantable, pour quelqu'un d'autre, ça peut l'être beaucoup moins. Donc, de voir, à discuter avec des gens dont je vais faire de la publicité, Parole Onco, qui sont des patientes accompagnatrices, qui sont en train de se mettre en place au CHUM, oui, mais aussi ailleurs, dans d'autres établissements au Québec. Et aussi, évidemment, les personnes de la Fondation à qui on peut parler de la Fondation du cancer du sein. On va maintenant voir une vidéo. Donc, on constate qu'il existe vraiment différents facteurs qui font en sorte qu'il va être plus ou moins facile de prendre le traitement tel que prescrit. Parmi ces facteurs, les effets secondaires et les impacts sur la qualité de vie, comme vous venez de le dire, sont vraiment très importants. Nous allons maintenant écouter le témoignage d'une patiente, Mme Suzy Matteau, qui a rencontré vraiment beaucoup de défis avec la prise du traitement hormonal et qui a cherché des solutions. Bonjour, mon nom est Suzy Matteau, j'ai 55 ans. À l'automne 2021, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein in situ. En décembre 2021, j'ai eu une mastectomie et une reconstruction à plat. Ensuite, c'est suivi une COVID, une nouvelle mastectomie et une capsulite. C'est ce qui fait qu'en mars 2022, j'ai débuté les traitements d'hormonothérapie quelques mois après la première mastectomie. Au moment du début d'hormonothérapie, j'ai rencontré l'oncologue qui m'a prescrit le traitement et je ne me souviens pas du tout de ce qui a été discuté à ce moment-là. Je ne me souviens pas si j'ai reçu l'information sur les effets secondaires du tamoxifène ou si c'est parce que je n'ai pas assimilé les informations. Mais clairement, je n'étais pas préparée à ce qui s'en venait. Les effets secondaires ont commencé assez rapidement puis ont été très forts au niveau physique, psychologique, émotionnel aussi. Comme je n'étais pas préparée, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. Les impacts étaient majeurs. Je vivais complètement, j'étais en désarroi. Je n'arrivais pas à travailler. Je travaillais à peine une journée semaine. Et comme je suis travailleuse autonome en pratique privée, j'avais une assurance maladie grave. Mais au moment du diagnostic, j'ai appris que mon assurance ne couvrait pas ce type de cancer-là, qui n'était pas reconnu comme un cancer grave. Donc, je travaillais à peine une journée semaine et j'avais une urgence puis une anxiété à reprendre la santé pour reprendre le travail, pour reprendre une situation financière. Au moment des rendez-vous avec le chirurgien, quand je lui faisais part des effets secondaires que je soupçonnais être du tamoxifène, mais je n'étais pas validée, je n'étais pas comprise. Et ça a augmenté encore plus mon désarroi. Alors, étant pas validée, je cherchais les explications. C'était pas le tamoxifène, c'était une COVID longue. Puis là, vous voyez, là, il y a une espèce de spirale de panique puis d'anxiété qui était là vraiment. Puis à l'automne 2022, il n'y avait aucune atténuation des symptômes parce que le chirurgien disait que ça va s'atténuer avec le temps. Donc, je n'avais pas d'atténuation et au contraire, j'avais une dégradation de santé physique puis santé psychologique. Et là, j'ai vraiment eu peur. J'ai eu très peur. J'ai arrêté le tamoxifène puis je me suis mobilisée. Faut que je sorte de là, il faut que je trouve quelque chose. Donc, j'ai tenté des démarches avec le médecin de famille, avec l'infirmière pivot. Elle m'apportait des réponses, mais les réponses n'étaient pas complètes. J'ai tenté d'avoir un pharmacien d'hôpital en oncologie. Et là, j'ai été référée au pharmacien communautaire. OK, donc je me suis
dirigée vers mon pharmacien communautaire, qui est là où la pharmacienne de la pharmacie où j'ai tous mes médicaments. Et là, pour la première fois, j'étais validée dans ce que je vivais. J'avais des réponses, j'avais des confirmations. Oui, le tamoxifène peut donner l'ensemble des effets secondaires que j'avais. OK, donc c'est ça qui se passe, ça devient plus clair. Et en étant plus clair, puis en comprenant ce qui se passe, ça me permet de faire un plan d'action. Puis le pharmacien a été vraiment en équipe avec moi tout au long de ça. Il était dans l'écoute, dans l'accueil, dans la validation, puis dans le respect aussi beaucoup. Alors, ensemble, on a fait un tableau, la liste des effets secondaires, quels seraient les éléments pour atténuer les effets secondaires, tant au niveau pharmaco, médical, médecine alternative, aménagement de mon horaire de travail ou des décisions au quotidien. Puis en parallèle, quand j'avais mes rendez-vous avec le chirurgien oncologue, je validais mes démarches avec le chirurgien. Et ça a permis donc de reprendre du contrôle sur la situation. Puis à l'automne, j'avais cessé le tamoxifène, donc je l'ai dit tout à l'heure. Puis avec le pharmacien, on a convenu de le reprendre, mais de façon très, très micro-graduée pour accueillir les effets secondaires à petite dose et s'ajuster plus facilement. Puis en décembre 2022, dans les recherches que je faisais sur le web, j'ai trouvé un balado belge qui disait que les femmes mal informées, mal préparées, puis mal accompagnées cessent précocement le traitement. Et là, je me sentais tellement concernée par cette phrase-là. Et j'étais contente d'avoir fait la démarche avec le pharmacien, justement, parce que là, je l'avais, cet accompagnement-là. Donc, tout le travail avec le pharmacien a été fait. Puis j'ai repris progressivement le tamoxifène. Et malgré ça, malgré cette validation, les démarches, l'arrimage avec le chirurgien, les effets secondaires sont revenus progressivement aussi forts que ce qu'ils étaient. Puis en mai 2023, là, j'ai décidé de cesser le tamoxifène. La décision a été prise avec le pharmacien et avec le chirurgien oncologue. Puis avec le chirurgien, on évaluait l'ensemble de ma situation de santé, le type de cancer, mon âge. Il n'y avait pas de traitement hormonothérapie alternatif à prendre. Donc, pour moi, en mai 2023 a été la fin du tamoxifène. Donc, finalement, dans mon cas, ce qui est important, c'est cette collaboration, ce travail en équipe qui a été fait avec un professionnel de santé. Puis, dans ce cas-ci, c'est le pharmacien communautaire, où là, j'ai été validée et soutenue. Merci. Donc, merci, Mme Matteau, pour votre témoignage. Nous savons à quel point chaque situation est différente. J'ai eu des traitements d'hormonothérapie personnellement. J'ai eu mon premier cancer en 2006 et j'ai eu des traitements de 2006 à 2023 d'hormonothérapie. Et personnellement, il n'y a eu aucun effet secondaire qui m'a empêché de faire quoi que ce soit et qui n'était pas gérable. Donc, ça démontre l'éventail de personnes qui réagissent de façon différente au traitement. Docteur Asselah, voulez-vous ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, mais peut-être pour l'adhésion, c'est vrai que discuter avec la patiente, faire comprendre un peu les enjeux, écouter, c'est important. Et parfois, les oncologues n'ont pas le temps d'écouter toujours, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que c'est une équipe multidisciplinaire qui est très importante. Et les pharmaciens communautaires jouent un rôle décisif, c'est bien. Oui, tout à fait. Professeur Lausier, avez-vous quelque chose à ajouter? Le témoignage de Mme Matteau fait vraiment écho à ce qu'on voit dans nos études aussi, le fait d'être préparé, d'être informé, d'être accompagné. Puis je voulais souligner aussi toute la proactivité dont elle a fait preuve, puis de tout le courage dont elle a fait preuve pour tenter d'aller au bout du traitement. Effectivement. Alors, tout comme Mme Matteau, les patientes atteintes d'un cancer du sein qui bénéficient d'une hormonothérapie ont besoin d'informations, on vient de le voir, et de soutien tout au long du traitement. D'autant plus que le traitement d'hormonothérapie est souvent prescrit, comme on l'a mentionné, vous l'avez mentionné, et aussi Mme Matteau, après les traitements dits actifs. C'est une période où les femmes se sentent tout à coup abandonnées, parce qu'on a été tellement suivis pendant la chimio, la chirurgie, la radiothérapie, et là, tout à coup, on n'a plus de rendez-vous toutes les semaines, tous les 3 mois, peu importe, et on se sent complètement abandonné.
Alors, professeur Lausier, qui assure le suivi pendant la prise du traitement d'hormonothérapie? Vers qui se tourner en cas de besoin? Bien, comme on l'a vu, c'est une équipe multidisciplinaire. Vous l'avez mentionné également. Moi, ce que je dirais, premièrement, c'est de ne jamais rester seul avec ses problèmes. Et aussi, quand on rencontre les professionnels de la santé, de dire les choses telles qu'elles sont. C'est normal, parfois, de remettre en question son traitement. Puis le professionnel de la santé va pouvoir mieux vous accompagner si vous faites état de ce questionnement-là ou si vous songez à l'arrêter. Moi, en tout cas, je trouve que cette discussion-là, franche et honnête sur ce que vous vivez vraiment, est importante. Puis parmi les personnes qui peuvent offrir de l'accompagnement, bien sûr, oncologues, chirurgiens, radio-oncologues, qui sont rencontrés quand même fréquemment dans les années qui suivent les traitements actifs. Pour les personnes qui ont accès à une infirmière pivot, c'est une personne qu'on peut appeler, à laquelle on peut poser des questions. Puis dans les équipes multidisciplinaires, bien, on peut être référé ensuite, par exemple, au sexologue, s'il y a beaucoup de sécheresse vaginale, diminution de la libido, pour donner des exemples. Le pharmacien communautaire, qui est un expert du médicament, puis qui peut aussi établir un lien avec le médecin traitant. Et comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans une de nos études, les femmes ont beaucoup apprécié être en contact avec d'autres personnes qui avaient elles-mêmes pris le médicament. Ça a permis de donner de la réassurance, de normaliser ce qui était vécu. Donc, ça aussi, ça peut être une autre source de soutien intéressante. Docteur Asselin, avez-vous quelque chose à ajouter sur... Oui, je pense que l'information, la mise en contact aussi avec des gens qui ont vécu la même chose que soi est très importante, surtout si elles ont fini un traitement et qu'elles ont une attitude positive, c'est très, très important. Effectivement. Parlons à présent des différentes pistes de solutions à explorer en cas d'effets secondaires. Professeur Lausier, quelles sont les principales stratégies à essayer pour atténuer les effets secondaires les plus fréquemment rapportés? Bien, on peut commencer parfois par des mesures qu'on dit non pharmacologiques, des saines habitudes de vie, le sommeil, l'activité physique, tout dépendamment là, de l'effet indésirable. Là, puis vous pouvez avoir des conseils pour savoir quoi mettre en œuvre. Il y a aussi des traitements complémentaires. On a de plus en plus d'évidence dans la littérature scientifique, par exemple, que l'acupuncture peut aider avec les bouffées de chaleur. Puis je pense qu'on va avoir un atelier cet après-midi sur ce sujet-là. Et quand les effets indésirables deviennent très importants, difficiles à gérer, bien, il y a, docteur Asselin, vous allez peut-être pouvoir en parler, mais il y a des mesures pharmacologiques qui peuvent être mises en place. Voilà, c'est ce à quoi je pense pour le moment. Donc, c'est vraiment ça, c'est des habitudes de vie saines. Moi, c'est la première recommandation, faire des activités physiques. Ça aide beaucoup. Ouais. Avoir un bon sommeil, avoir moins de stress au travail, celles qui continuent à travailler. Et puis après, parfois, on change de médicaments. Je veux dire, des trucs assez simples. On est sous Arimidex, c'est un autre médicament qui est équivalent à Romacin, mais qui agit un peu différemment. Juste le fait de faire une semaine d'arrêt de l'Arimidex et de prendre la Romacin, ça règle le problème. Il y a des patients comme ça. Donc ça, c'est facile à faire. Après, introduire, par exemple, d'autres médicaments pour des bouffées de chaleur et tout, ça peut aider aussi. Et puis, faire appel aux autres experts, des collègues, ça aide aussi. On a beaucoup de support et il ne faut pas hésiter vraiment à référer. Et puis, même si les demandes ne viennent pas directement de l'oncologue, du chirurgien, du radio-oncologue, il faut que les patients s'investissent, soient proactifs un peu, pas peut-être attendre. Elle a vraiment souffert avec ses effets secondaires. Être proactif dès le départ, dire voilà, est-ce que vous avez quelqu'un qui peut m'aider? Ça fait toujours du bien à entendre. Et puis là, on s'assoit et puis on voit la liste, on discute. OK, il y a une personne qui peut vous aider, il y a un service disponible. Même, je veux dire, il faut vraiment pas hésiter à être ouvert et à parler des effets secondaires. J'ajouterais que même si c'est un effet indésirable qui affecte la qualité de vie, qui n'est pas si terrible, ne vous empêche pas de travailler ou de faire vos activités quotidiennes, mais comme c'est un traitement qui est pris au long terme, ça vaut peut-être la peine d'en parler puis d'essayer de voir s'il y a des solutions pour atténuer cet effet-là, même si l'impact est seulement sur la qualité de vie et non sur le fonctionnement, par exemple. Ouais. Effectivement, je pense qu'il faut toujours en parler avec son équipe de soins, peu importe l'effet secondaire, pour voir s'il n'existe pas quelque chose, justement, qui pourrait nous aider pour obtenir une meilleure qualité de vie comme telle. Et là, j'allais vous poser une question, Dr. Asselin. Je pense que vous avez répondu. Est-ce que c'est possible d'ajuster la prescription? Donc, on a parlé de changer de molécule.
Est-ce qu'on peut, par exemple, baisser la dose? Est-ce qu'on peut, comme un peu a parlé Mme Matteau? Ben, je pense baisser la dose dans les cancers in situ, oui. Après, dans le cancer invasif, ça dépend de l'agressivité du cancer invasif. Moi, je suis très à l'aise à baisser la dose quand c'est des cancers à très faible risque, mais les hauts risques de rechute, j'essaye de ne pas faire de compromis et j'essaye plus de faire appel aux ressources pour essayer de maintenir la bonne dose. Est-ce qu'on peut arrêter momentanément? Parce qu'on sait que l'hormonothérapie peut avoir des effets secondaires, comme on vient d'en parler, mais la ménopause aussi. Est-ce qu'il y a une façon de faire peut-être une pause pour voir, bien, je parle évidemment des femmes qui sont en ménopause, pour voir, est-ce que c'est l'hormonothérapie qui me donne tous ces effets secondaires? Est-ce que c'est peut-être la ménopause, une combinaison des deux? Est-ce que c'est possible d'évaluer ça? Oui, on le fait souvent. On fait souvent des pauses pour savoir quoi et quoi. Oui. Même quand il y a d'autres médicaments en jeu, on dit, bon, on va arrêter ce médicament qui n'est pas essentiel pendant 2 ou 3 semaines et puis on va se revoir. Oui, c'est très possible. OK. Professeur Lausier, excusez-moi, c'est beau. OK. Donc, vous m'avez répondu, excusez-moi. Je vous ai pas... Alors, comme il a été mentionné plus tôt, la compréhension de l'impact de l'arrêt de l'hormonothérapie est cruciale pour une prise de décision éclairée et libre. Toutefois, le risque de récidive absolu, relatif, la survie relative, nette, l'impact des thérapies hormonales sur ce risque sont des notions qui sont difficiles à comprendre pour les patientes. Les personnes veulent savoir ce que ça signifie pour elles. Donc, c'est beau de me parler de risque, mais est-ce qu'on me parle de la moyenne des ours ou est-ce que c'est mon risque à moi pour pouvoir prendre une décision libre et éclairée? Comment aider les patientes à mieux assimiler ces informations? Professeur Lausier ou professeur... Je vais peut-être dire un principe général qui a été mentionné ce matin. C'est pas, les femmes ont des besoins différents en information. Certaines veulent tout savoir, certaines aiment les statistiques, certaines aiment avoir un peu moins d'informations, ça leur crée de l'anxiété. Une approche personnalisée, selon les caractéristiques du cancer, évidemment, mais selon aussi les préférences de la patiente, c'est important. Puis de s'ajuster à ce qui est demandé, en fait, comme information. Mais dans nos projets de recherche sur l'adhésion à l'hormonothérapie adjuvante, souvent, on va présenter les choses de différentes façons. La diminution du risque relatif et aussi avec des représentations graphiques. Un groupe de 100 femmes qui ont pris le tamoxifène versus un groupe de 100 femmes qui n'ont pas pris le tamoxifène. Mais c'est vraiment une discussion qui doit s'ajuster aux préférences de la personne. Peut-être vous pouvez expliquer comment ça se passe dans le... Oui. En fait, on va en discuter cet après-midi, mais tout vient aux études cliniques. Comment on a fait les études cliniques, quelles ont été les femmes incluses dans l'étude, et puis après, quand on vous rencontre, on va essayer d'individualiser. Mais parfois, on ne rentre pas dans une case. Et la plupart du temps, on est face à une patiente qui, par ses caractéristiques tumorales, biologiques, son stade n'a pas été inclus dans cette étude clinique. Donc, on essaie d'extrapoler pour la patiente en face. Les études cliniques nous servent de base pour donner des chiffres. Voilà, on a tel bénéfice à prendre, telle hormonothérapie. Et après, on s'ajuste. On essaye de faire ce qu'on dit le niveau 1 de preuve, c'est-à-dire de donner le meilleur bénéfice en patient. Vous n'allez pas rechuter d'un cancer, vous allez vivre longtemps. Vous êtes guéri, on fait ça pour éviter la rechute. Mais après, quand on voit que c'est un cancer de bon risque ou qu'il y a des effets secondaires plus importants, on s'ajuste. On veut vraiment individualiser par rapport à vous. On ne veut pas prendre des études, prendre des statistiques et puis vous les appliquer, puis vous devez faire vos 5 ans, vos 7 ans, vos 10 ans, quoi qu'il en soit. Non, c'est plus du tout comme ça. La qualité de vie, ça ne sert à rien de souffrir, de mettre à terre son système immunitaire parce qu'on a pris un médicament par force. On va essayer toujours de faire en sorte que votre qualité de vie soit la meilleure possible et que votre traitement soit adéquat et optimisé. Si je vous demandais de distinguer le risque absolu versus le risque relatif, pour vulgariser vraiment ces termes-là, est-ce que je vous mets en boîte? Ou... Oui, c'est difficile à faire peut-être sans illustration, mais le risque absolu, c'est l'exemple que je donnais. On peut illustrer un groupe de 100 femmes, indiquer le nombre de femmes parmi ce groupe de 100 femmes qui auront pris, par exemple, du tamoxifène, combien auront de récidives,
et avoir un groupe de 100 femmes qui n'ont pas pris le tamoxifène. Puis le risque absolu, bien, c'est la différence entre ces deux. OK, merci. Docteur Asselin, quels sont les développements les plus récents dans le domaine de l'hormonothérapie pour les cancers du sein hormonodépendants? Comment ces avancées pourraient-elles changer la façon dont nous abordons le traitement et la gestion des effets secondaires à venir? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des avancées. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il va y avoir encore des effets secondaires à gérer. Donc, oui, il y a des avancées. On commence toujours à faire nos études cliniques par les cancers du sein les plus avancés. Puis là, on a eu de bons résultats ces 10 dernières années. Puis là, on a fait des études cliniques sur les cancers précoces. Et puis, on a eu de bons résultats. Donc, il y a 2 médicaments. Il y en a un qui est déjà disponible au Québec et le deuxième qui va l'être bientôt. C'est ce qu'on appelle la classe des CD4/6 inhibiteurs. Donc ça, c'est avec l'hormonothérapie, c'est en association. Mais ça dépend de 2 ans ou 3 ans, ça dépend duquel on va prendre. Et ça diminue le risque de rechute pour les cancers qui sont un peu plus graves. Pas les cancers de bas risque, mais les cancers un peu plus graves, on a encore un bénéfice, on va moins rechuter en prenant ces médicaments. Et c'est sûr que là, peut-être qu'on va mettre des infirmières pivots, peut-être qu'on va voir nos patients plus fréquemment parce qu'il y a plus d'effets secondaires à gérer. Mais il y a beaucoup de patients qui vont très bien avec ces médicaments-là. Donc on va rester positif et ça va assez bien en ce moment. Mais quand même, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui. Et puis il y a un bénéfice, on guérit plus de patientes. Parfait. On peut peut-être passer aux questions du public, si je ne peux pas croire qu'il y en aura pas. Oui, donc, si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter aux 2 micros qu'on a installés. Il y en a un juste ici au milieu et l'autre là-bas. Donc, soyez pas intimidés. Vous pouvez prendre la parole. Je vais laisser quand même un petit moment aux gens, s'il y a des gens qui veulent s'avancer. On prend toutes les questions. Oui, on prend Ben toutes oui, les questions. c'est le temps, là. Il y a des questions sur Slido également. On va toujours privilégier les gens qui s'avancent quand même, qui ont ce courage-là de s'avancer au micro. Et puis ensuite, on passera aux questions Slido s'il nous reste du temps. Donc, je ne sais pas qui était arrivé en premier. Là-bas. Madame? Bon, parfait. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on vous entend? Recommencez donc, voir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Là, je ne sais pas si Oui. c'est une question que vous pourrez répondre. Dans le fond, moi, j'ai 49 ans. Je vais commencer le tamoxifène dans les semaines qui s'en viennent. Mais ce que je me posais comme question, c'est que je vais tomber en ménopause. La moyenne, c'est 51 ans. Comment, mettons, je vais être sur le tamoxifène, mais qu'est-ce qui va déterminer que je vais changer de médicament? Comment on va le savoir, puisque les effets sont similaires à la ménopause? Qu'est-ce qui détermine que je change de médicament? Une bonne question, docteur Asselin. Oui, donc votre oncologue va vous suivre, j'imagine. Mais le tamoxifène est un bon médicament, quel que soit. Donc en général, ce n'est pas le jour où vous tombez en ménopause qu'on change de médicament. On va attendre un peu et puis généralement 2 ans après, on va faire des switches. Mais parfois, on garde le médicament, ça dépend de votre niveau de risque et de votre tolérance. Si vous tolérez très bien le tamoxifène et votre oncologue vous dit que vous avez un cancer du sein à bas risque, le tamoxifène est un très bon médicament. On ne va pas les changer forcément. Avant, on faisait un switch vraiment très classiquement. Maintenant, on aime bien l'adhésion au traitement, la tolérance. Mais si votre cancer est un peu plus grave, l'oncologue va vous faire un switch après avoir confirmé la ménopause. Par un On peut anti-aromatase. celui-là pourrait être pris tout le temps, même en ménopause. C'est ça, peut-être 2 ou 3 ans de tamoxifène, et puis après, il y aura un switch. OK. Merci. Merci. La question juste ici? Oui, merci. On parle beaucoup d'effets secondaires. Là. Ce que je peux comprendre, ça ressemble à la ménopause, mais en gros, c'est quoi les effets secondaires? Je sais que c'est dur pour le cœur, pareil. Non? Ça se peut-tu? C'est celui-là qui est dur pour le cœur? Ça dépend de quel médicament. Je ne sais Ben, pas. On parle du tamoxifène. Le tamoxifène? Docteur Asselin. Le tamoxifène, il y a plusieurs effets secondaires. Il y a des effets secondaires classiques qui sont des bouffées de chaleur. Après, oui, il y a peut-être des problèmes parfois d'embolie pulmonaire. Ça, c'est chez les familles qui sont à risque d'accident de thrombose. Mais après, il y a des cancers qui sont très, très peu fréquents, comme les cancers d'utérus, mais c'est un événement qui est très rare, qui est moins de 1%, donc on demande un suivi en gynécologie. Mais la moitié des patientes vont très bien sous tamoxifène quand même. Mais il faut le connaître. Et puis, il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc ça. Okay. Mais ça, c'est les plus fréquents. J'ajouterais peut-être, si vous me permettez, Oui. la sécheresse vaginale,
qui est un effet secondaire important qu'il ne faut pas négliger. Il y a les douleurs articulaires. Des fois, ça va être plus fréquent comme effet secondaire. Il y en a certainement d'autres, professeur Lausier, là. Bien, il y a les changements de la libido, C'est entre ça. autres. Ça aussi, il ne faut pas hésiter à en parler Oui. quand on rencontre les professionnels de la santé, sécheresse vaginale, etc. Absolument, oui. Merci. De l'autre côté? Bonjour. Moi, je prends du létrozole depuis 2 ans. Et évidemment, je vis tout ça. Les douleurs musculaires, je peux vous dire qu'au début, là, je ne pouvais même plus monter mes escaliers. Sauf que je fais de la fibromyalgie. Et comment je me suis organisée pour contrer ça? Bien, je ne sais pas si je peux le dire ici, mais je prends du CBD médicinal et c'est magique. Parfait. Et mon oncologue me dit, est-ce que vous prenez du CBD? Vous prenez toujours votre CBD, Madame Guinette? Oui, continuez. On approuve, il n'y a pas de souci. Alors, mon problème maintenant, c'est la sécheresse vaginale et surtout les infections urinaires à répétition. Je suis présentement, j'ai terminé je suis nerveuse, un traitement d'antibiotiques et de 7 jours. Et je recommence une autre infection. Alors, je me demande, est-ce qu'on peut prendre des hormones bio-identiques? Moi, je suis tannée de vivre ça. Et j'ai lu que la progestérone pourrait être efficace. Ben, dans les cancers œstrogènes dépendants, c'est un peu complexe de prendre des médicaments par voie orale qui sont des œstrogènes ou des progestérones. Mais pour des applications locales, pour des crèmes comme les sécheresses vaginales et tout, on n'a pas trop de problèmes à parfois recommander ces crèmes-là qui peuvent aider. Mais pas des doses qui vont aller dans la circulation systémique et puis vont faire l'effet inverse qu'on veut avoir. Donc c'est pour ça qu'on est très réticent à utiliser des œstrogènes ou des progestérones. Bien, comme moi, la crème m'a été prescrite par un gynécologue et mon oncologue ne veut pas. Oui, c'est ça. Des comprimés ou des crèmes locales? Une crème. C'est une discussion avec l'oncologue et le gynécologue. Okay. C'est vraiment des discussions cas par cas. Et c'est là Je ne sais pas si vous avez des pharmacies. Non, ben, c'est ça. Je pense que... Ouais. Mais c'est qualité de vie. Là. Moi, Ça je suis dépendra rendue des là, doses. Il y a vraiment beaucoup de détails à savoir. La dose qu'on vous a prescrit et tout. Donc, c'est vraiment... OK. Demandez à votre gynécologue, discutez avec l'oncologue directement. OK. Et je pense qu'il y aura une solution. Merci beaucoup. Pas de problème. Si je peux juste ajouter, sur la sécheresse vaginale, il existe une excellente fiche santé que vous pouvez trouver sur le site web du CHUM, qui a été rédigé par des patientes partenaires avec une sexologue. Donc, on y parle justement avec ou sans hormones, etc., pour les lubrifiants, entre autres. Puis, il existe aussi un traitement au laser maintenant qui se développe de plus en plus, qui est accessible au Québec. Le seul hic, il n'est pas remboursé par la RAMQ. Mais sachez que ça existe et que ça fonctionne. Donc, en lisant la fiche santé du CHUM, vous pouvez avoir cette information-là. Merci. Madame? Bonjour tout le monde. Je vais lire ma question parce que je l'avais envoyée dans Slido, Ben mais oui. j'ai peur qu'elle ne soit pas répondue. Mais en fait, vous l'avez un peu effleuré au début. Afin d'éviter une récidive ou un cancer métastatique, vaudrait-il mieux prolonger au-delà de 10 ans tamoxifène ou proposer l'ovariectomie? Ça, c'est ma première question. Qui voudrait répondre? L'ovariectomie. L'ovariectomie, je pense, c'est un peu irréversible, mais ceux qui la font, c'est un traitement assez efficace. Après, prolonger, si on n'a pas d'effet secondaire, moi, je suis tout à fait pour, encore dépendamment du type de cancer que vous avez. Pour les bas grades, je ne vais pas pousser plus de 10 ans. Mais pour les patients qui ont eu des ganglions positifs ou une biologie mauvaise, oui, il va falloir aussi longtemps que vous la supportez, que votre vie est normale, je pousserai plus. Mais au niveau des études, 10 ans, c'est ce qu'on a fait pour l'instant, mais on aura bientôt 15 ans d'analyse, on verra. OK. J'aurais vraiment aimé avoir cette réponse-là il y a quelques années. Je ne serais pas ici aujourd'hui pour une récidive métastatique.
Aussi, j'aimerais en apprendre plus sur les effets bénéfiques du ribocyclib Kisqali. Là, il n'est pas encore approuvé au Canada en adjuvant. Je pense que vous parlez de votre traitement actuel, ou je ne sais pas. Oui, je prends le Kisqali. D'accord. Les effets secondaires, c'est parce qu'il y en a beaucoup, donc je ne sais pas. Mais plus les effets bénéfices. À quoi ça sert et qu'est-ce que ça l'apporte comme bénéfice? Ça permet de contrôler à un stade avancé, ça permet de contrôler la maladie. Ouais. Donc, on double la survie sans progression, donc on la contrôle, et puis on améliore la survie. On vit plus longtemps en prenant le ribocyclib. Bon. OK, merci. Avant de passer la parole de ce côté-ci, je voulais juste mentionner que, évidemment, je sais que c'est très tentant de poser des questions vraiment plus personnelles qui nous concernent là, sur où on en est rendu dans nos traitements, etc. Mais c'est sûr que c'est vraiment votre équipe de soins qui va pouvoir vous aider pour ça parce que nos panélistes ici à l'avant n'ont pas toute l'histoire derrière et toute votre historique de santé. Donc, si on pouvait y aller un petit peu plus large, ce serait peut-être un petit peu plus facile pour eux. Donc, voilà. Madame, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Moi, je suis médecin de famille, puis je les vois revenir dans mon bureau avec les symptômes secondaires de leur tamoxifène, je peux vous le dire. Puis tout ce qui est ménopause, c'est ça. Ma question est plus du côté, que se passe-t-il les années avant le cancer? Parce qu'on sait que la préménopause, là, c'est 40 ans, 45 ans, 50 ans, et il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux. On voit les estrogènes qui chutent, mais beaucoup la progestérone. Est-ce que vous avez des données là-dessus où on pourrait rééquilibrer ça et peut-être pas provoquer de cancer? Est-ce que c'est le déséquilibre hormonaux qui pourrait faire qu'on a une incidence de cancer à 50 ans? Est-ce que ça se peut, ça? Ou je fabule? Il y a de plus en plus de cancers chez la femme jeune, donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle au Canada et dans le monde. Et puis après, si on va sur la prévention, il y a tellement de choses à faire. Je pense que les meilleures choses, c'est l'hygiène de vie, l'éducation à l'école. On devrait faire plus d'éducation à l'école sur le sport, l'activité, bien manger, bien dormir, éviter le stress. Ça, c'est la base pour moi. Et puis après, rentrer dans les programmes de screening, de détection du Québec. Après, jouer sur les taux d'hormones, il y a beaucoup d'études sur ça. Je ne sais pas s'il y en a une qui a... mais c'est sûr que la fertilité, faire toutes ces choses-là, c'est sûr, stimuler les ovaires, essayer de... il y a plus de patients qui ont des cancers du sein quand ils font ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Moi, vraiment, quand on m'interroge sur les causes du cancer du sein, je dis, je suis désolé, je ne peux pas vous répondre. Moi, c'est vraiment pas de chance. Pourquoi il y a un cancer? Moi, j'ai souvent à dire pas de chance. C'est la pas de chance. Parce qu'il y a trop de facteurs qui viennent en jeu. Il y a vraiment trop. Le cancer, ce n'est pas une seule cause, c'est vraiment énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Vous êtes en train de me dire qu'il y a beaucoup plus de femmes jeunes qui ont des cancers aussi. Oui. Donc, on assume que c'est des femmes avec des cycles hormonaux normaux. Oui, c'est pour ça qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui pourraient expliquer pourquoi il y a plus de cancers en général. OK. Merci. Merci à vous. Juste ici, on a une autre question. Oui, bonjour. Moi, je prends du létrozole. Mon risque de récidive est 32 et j'ai un cancer hormonodépendant à l'estrogène à 95 J'ai une bonne hygiène de vie, je fais de l'exercice, je mange très bien. Mais j'ai un effet secondaire particulier, c'est l'insomnie. Est-ce qu'il y a un temps particulier où prendre le létrozole peut aider à diminuer l'insomnie ou est-ce qu'il y a une autre molécule qui aurait moins d'effets secondaires sur l'insomnie? Je ne suis pas au courant là, du moment de prise, quel effet ça peut avoir exactement sur l'insomnie. Je pense que ce qu'on fait souvent, c'est d'essayer de changer la prise. On saute une journée. Et puis, si on prend une prise nocturne, on essaie de la prendre le matin et puis voir un peu comment ça se passe. Je pense que c'est la chose la plus facile à faire. Mais les autres médicaments, on peut essayer, on peut changer de classe. Là. Vous essayez comme ça. Mais encore une fois, discutez avec votre oncologue et puis il va peut-être s'ajuster. Okay. Vous ne connaissez pas de molécules, vous les connaissez pas particulièrement, qui a moins Connu, d'effets? non. Il n'y a pas particulièrement de warning sur l'insomnie, mais ça existe. Vous n'êtes pas parfois, la seule. c'est ça, l'insomnie vient parfois des bouffées de chaleur la nuit, des sueurs nocturnes qui peuvent provoquer le réveil. Okay, merci. Parfait, merci. On a une autre question ici.
Oui, j'aimerais savoir quelqu'un qui a le cancer luminal A, un carcinome tubulaire, 100% estrogène, est-ce qu'elle a besoin d'avoir l'hormonothérapie pendant 5 ans ou on peut juste skipper l'hormonothérapie? Là, je vais me mettre à dos tous les oncologues qui répondent. Est-ce que c'est la patiente qui doit prendre la décision ou, je ne sais pas, vous avez dit tubulaire. Oui, tubulaire, oui. Oui, tubulaire luminal A, c'est un très bon cancer. Oui, Normalement, dans les études rétrospectives qu'on a, surtout par l'Europe du Nord, là, les Scandinaves qui ont publié ces études-là, ils sont très bons après la chirurgie. Donc, je serai très flexible avec vous. Je recommanderais, mais au moins de effets secondaires, au moins de envie, je vous arrêterai sans problème. OK. C'est ma vision. Beaucoup. Merci. Madame. Bonjour. Moi, je débute le tamoxifène pour un cancer hormonodépendant, 95 estrogène, 95 progestérone. Puis là, de ce que je comprends, le tamoxifène, c'est juste un anti-estrogène. Donc, au niveau progestérone, qu'est-ce qui le bloque? Là, vous allez dans une question assez délicate sur la progestérone. Que veut dire la progestérone? Les récepteurs en progestérone, c'est débattu, ça a un impact pronostic et tout. Mais le tamoxifène est un bon médicament, on lutte surtout sur les oestrogènes. C'est avec le tamoxifène qu'on va avoir le meilleur impact. Les antiprogestérones purs, non, c'est vraiment le tamoxifène qui va faire le bon boulot. Donc, c'est vraiment l'estrogène qui serait prédominant? Oui, les progestérones, quand on vous dit vous avez progestérone 98%, c'est bien. C'est un bon facteur. C'est un facteur de la bonne biologie. Ah, il faut le savoir. Ouais. Effectivement. Merci. Une question? Est-ce qu'il existe des études pour analyser qu'est-ce que les femmes chez qui il n'y a pas d'effet secondaire, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Y a-t-il quelque chose dans leur ADN ou je ne sais pas quoi qui fait qu'il y aurait peut-être une avenue de développer une molécule ou je ne sais pas quoi? Professeur Lausier, avez-vous... Bien, je trouve votre question tellement intéressante. Je ne suis vraiment pas au courant d'études sur la biologie, par exemple, qui font qu'une femme n'aura pas d'effet secondaire. Donc, je prends bonne note de cette question, mais je ne peux pas vous référer à des études. Future étude, professeur Elle doit vivre en face de la mer ou pas à Montréal. Donc, on verra, mais ça lance des pistes de réflexion. Oui. Je vous donne la parole. Que pensez-vous de l'écoute thérapeutique quotidienne de musique de 10 000 Hz de fréquence permettant d'éliminer complètement le développement de cellules cancéreuses combinées au traitement médicamenteux? C'est la question que j'ai posée en ligne. Oh, c'est très précis, ça. Est-ce que quelqu'un aurait une ébauche de réponse ou voudrait se commettre? Oui. Moi, je n'ai pas vraiment de connaissance de cette méthode-là. Je ne sais pas si vous avez... Moi non, mais tout ce qui peut aider les patientes, moi je les recommande. J'ai aucun, sauf après, on pourrait parler de vitamine à haute dose, d'injection, je suis assez contre. Mais tout ce qui peut aider, je suis vraiment favorable. J'ai vraiment pas de contre-indication à des écoutes de 10 000 Hz ou qui peuvent aider. Après, qu'on me fasse la démonstration que les patientes, en écoutant ça, on dit, si c'était de l'évidence, je pense que je recommanderais à tout le monde. Mais il faudrait que je vois des données intéressantes. C'est juste qu'il y a des milliers de commentaires sur ce type de musique-là en ligne où des gens ont des traitements médicaux contre le cancer et guérissent après quelques mois. Il y a beaucoup de commentaires en ligne. Il faut se méfier de... Nous, on est un peu scientifique à l'université, donc on essaye de voir un peu... Moi, je suis en train d'écouter cette musique-là quotidiennement, puis j'ai l'impression que ça a un impact sur moi. C'est très bien, c'est parfait. Mais je veux dire, on ne peut pas, nous, on le recommander à tout le monde tant qu'on n'a pas une base scientifique. Mais si vous l'écoutez, si ça vous fait du bien, c'est parfait. Je veux dire, on ne va pas dire non, mais pour nous, le recommander de manière quotidienne à l'hôpital, à l'université, c'est un peu difficile
pour nous, mais les patients qui nous le proposent, on va dire allez-y. Donc, on n'a pas d'études scientifiques qui nous prouvent les bienfaits de ça, mais si ça fait du bien aux gens puis que ça ne cause pas d'effets indésirables, il n'y a pas de souci. C'est parce que Parfait. Tesla avait le cancer, puis il a utilisé ce type de musique-là sur lui, puis il s'est guéri. C'est juste pour ça que je pose la question. Ah oui, mais je veux dire, on trouve vraiment beaucoup de choses. Donc, il faut discuter avec l'oncologue, et puis je ne pense pas que les oncologues vont être défavorables à cette approche. Oui. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Donc, moi, c'est une suite d'une question qui a déjà été posée par madame médecin de famille sur l'origine du cancer. Je suis en rémission d'un cancer du sein qui a été diagnostiqué à 35 ans sans antécédent familial, hormonodépendant, triple positif avec un HRE2 positif. Je suis sous tamoxifène et Zoladex depuis... Zoladex, je l'ai commencé pendant mes chimiothérapies pour préserver ma fertilité, mais c'était la recommandation des oncologues, et le tamoxifène depuis avril 2021, juste après la radiothérapie. C'est difficile, la vérité, surtout quand on nous a annoncé une durée réduite du Zoladex, et qu'au fil des années, des contrôles, on nous demande de rajouter 1 an, 2 ans, 3 ans. Et là, je viens de vous entendre dire dans la littérature, c'est 10 ans. Et si les effets secondaires sont plus ou moins à tolérer, donc ça va être peut-être à vie, si c'est ça ce que j'ai compris. Mais moi, j'aimerais vraiment reposer la question sur l'origine du cancer hormonodépendant, surtout chez la femme jeune. Est-ce que, parce qu'on se pose la question dès qu'on est diagnostiqué comme ça, est-ce que la gestion des émotions est quand même un facteur de risque? Parce que moi, j'ai fait l'évaluation totale de tout ce que je faisais qui n'était pas bien, et je me suis dit peut-être c'est ça. Est-ce que le fait de travailler sur la gestion des émotions pourrait me donner plus de chances de ne pas récidiver? Parce que venir et arrêter mes hormones comme ça et altérer ma vie quotidienne d'une manière drastique, je ne dors plus depuis juillet 2020. Là, en ce moment, j'ai une bouffée de chaleur. Je suis tout le temps en train d'enlever mes vêtements, c'est difficile. Et je ne parle pas des sauts d'humeur. Je suis tombée en forte dépression. Je suis quelqu'un de très positif. Et juste après le début de mon tamoxifène, j'ai chuté. C'était vraiment c'est une chute vraiment en enfer. J'ai travaillé sur ça. J'ai fait plein de choses pour plus ou moins retrouver un tout petit peu, un peu de vie, mais les effets secondaires sur mon corps sont difficiles. Quand je marche, j'ai mal aux articulations. Quand je veux juste me mettre debout, j'ai mal. J'ai 39 ans en ce moment, je suis en bonne santé, mes contrôles, tout va bien, merci Dieu. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut quand même travailler sur d'autres facteurs qui pourraient nous rassurer sur l'absence de récidive, parce que prendre une hormonothérapie ne signifie pas forcément qu'on ne va pas récidiver. Ça d'une part, et d'autre part, est-ce que les effets secondaires sont irréversibles? Parce que déjà, par rapport aux effets secondaires sur mon corps, j'ai tout essayé et je n'ai aucune question. Et quand je discute avec mes médecins, c'est comme si, écoute, il faut que tu acceptes, c'est comme ça. Donc, gestion des émotions et effets secondaires sont-ils irréversibles? Docteur Asla ou... Donc, pour répondre un peu, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit vous le prenez plus de 10 ans, je parlais des cas où on a une bonne tolérance. Je ne parle pas des cas comme vous, où c'est très difficile, c'est très pénible. Moi, je vous conseille de rediscuter ça, les effets secondaires, avec votre oncologue, parce que non, on ne va pas vous le prolonger indéfiniment si vous vivez une situation comme celle-là. On va faire nos 5 ans, après 5 ans, on va rediscuter un peu, et puis on va essayer de voir un peu. Les émotions, oui, je pense que c'est important. Le stress, je pense que des gens qui vivent avec moins de stress, oui, il y a des études sur les animaux, il y a moins de cancer chez les... Mais c'est évident, c'est des facteurs de stress, d'émotion et tout. Mais oui, je pense qu'il faut travailler sur ça, mais arrêter l'hormonothérapie parce qu'on joue sur le stress, on évite d'avoir... Non, ce n'est pas ma recommandation, mais jouer sur les deux. Jouer sur comment améliorer ses effets secondaires et puis comment avoir une vie moins stressante, les émotions stables et tout. Oui, ça je suis tout à fait favorable. Mais il y a des études en ce moment sur l'origine du cancer. On avance bien sur ça, rassurez. Je sais pas. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est multifactoriel. Donc même si on avance sur un point, même si on trouve un facteur de risque, il y a autre chose qui survient. C'est pour ça que je ne réponds pas à cette question-là en général.
parce que si je savais, j'aurais tout dit aujourd'hui. OK, parfait. Merci beaucoup. Je pense que ça, moi, je resterai avec les gens. Parfait. Merci. Il nous reste à peine 4 minutes pour les questions, donc je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci pour cette conférence. Je voudrais demander votre opinion pour la combinaison de tamoxifène et metformine. Moi, j'ai lu une étude qui dit que ça aide pour la récurrence, puis aussi avec l'épaisseur de l'utérus. Il y a beaucoup de personnes qui prescrivent la metformine. On a des endocrinologues qui prescrivent ça, qui aident, ils ont des études. Moi, ce n'est pas mon quotidien. Je veux dire, je ne fais pas ça en tant qu'oncologue, mais mes collègues le font, surtout les endocrinos. Donc, je ne suis pas défavorable, surtout s'il n'y a pas plus d'effets secondaires. Si ça va bien, je ne suis pas contre. Mais ce n'est pas dans nos guidelines, pour l'instant, au Québec, de prescrire systématiquement tamoxifène plus metformine. Merci. Merci. Bonjour. Je pense que plusieurs personnes comme moi, dès que tu as vécu ça, le cancer, tu es toujours dans l'angoisse de la récidive à chaque mammographie. Et moi, je me posais des questions justement par rapport au tamoxifène, à la durée, 10 ans. Mais qu'est-ce qui arrive? Admettons, tu dis, bon, je le prends 10 ans, puis quand tu arrêtes, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que les chances de récidive sont pires que ce que tu as vécu avant? Moi, ça m'angoisse le jour où on va dire, bon, OK, on a fait notre 10 ans. Puis ça m'angoisse aussi d'un autre côté aussi de prendre ça puis d'avoir des effets secondaires aussi que... Tu sais, moi, je suis quand même une personne assez en forme, puis je me dis, comment je me sens fatiguée, tout ça, est-ce que ça vient de là? Est-ce que je vais toujours être comme ça tout le restant de ma vie, toujours un peu fatiguée? En tout cas, donc, qu'est-ce qui arrive au jour zéro quand on arrête le tamoxifène? C'est quoi qui arrive dans notre corps? Pourquoi on devrait continuer ou pas? Est-ce qu'on a des réponses pour ça? Rendre la jeunesse, je ne sais pas, parce qu'une fois qu'on a arrêté le tamoxifène 10 ans après, il y a des choses qui se passent qui sont dues à l'âge physiologique. Mais oui, normalement, on a beaucoup moins d'effets secondaires, on retrouve la vie. Et puis le stress qui est dû à la rechute, il faut travailler sur ça. En général, quand votre oncologue vous recommande d'arrêter le tamoxifène en monothérapie, c'est qu'il est confiant et que vous avez discuté que le risque de rechute est très faible, voire inexistant. Donc ça, il faut vraiment vivre avec, se dire on est guéri, ça y est. On s'est débarrassé de tamoxifène. Après, s'il y a un événement qui survient, votre oncologue sera encore là pour le prendre en charge. Mais il ne faut pas faire « Ah, je vais rechuter, je vais rechuter ». Je sais que c'est toujours cette... je discute avec mes patientes, et mes patientes me le disent, mais il faut faire un effort vraiment « je suis guéri », ça y est. Et ça, ce n'est pas évident, je le sais, mais vous dire que vous n'allez plus avoir d'effet, que vous allez retrouver l'énergie, ça, c'est un peu difficile, c'est très varié. Il y en a qui retrouvent leur énergie, il y en a qui sont encore fatigués. Très rapidement, il nous reste très peu de temps, donc je vous donne la parole. Je vous écoute. Merci, bonjour. Pour le gène HER2 positif, en prenant l'hormonothérapie, est-ce que ce gène sera toujours présent à vie ou ça diminue? En général, quand vous avez un gène HER2 positif et vous avez un cancer invasif, votre oncologue vous a proposé un traitement anti-HER2. Les cancers du sein triple positif, là, c'est c'est rare, c'est 10% des cancers invasifs, mais on a traité le composante HER2. Donc ça, on ne va pas s'en occuper, sauf s'il y a une rechute, on va refaire une biopsie et puis on va voir quel type de cancer est revenu. Donc, mais on s'occupe surtout des œstrogènes, parce que quand on voit la courbe des rechutes, les cancers HER2 positifs, avec les traitements anti-HER2, en général, ne rechutent pas, on est bon dans les traitements anti-HER2. Mais les œstrogènes, malheureusement, la femme a des œstrogènes toute sa vie, ou heureusement. Mais donc, il y a la courbe de rechute se fait avec le temps. On n'arrive pas à éliminer cette rechute complètement. Okay. C'est pour ça qu'on doit prendre une hormonothérapie longtemps. Oui, c'est ça. OK. Parfait. Merci. Quelques secondes, mais je ne veux pas vous laisser en reste, donc allez-y. J'aimerais avoir l'information pour les avancées des 2 nouveaux médicaments que vous parliez. Ou à quel endroit qu'on peut avoir cette information-là? Trouver l'information? Oui. L'abemaciclib est disponible au Québec. Abemaciclib, c'est un des CD4/6 qui est disponible. Donc, vous avez le cas par là votre oncologue. Et puis, le deuxième dans l'étude est positif. C'est un processus
avec Santé Canada, avec la FDA, qui est en cours et puis il sera bientôt disponible sans doute le premier trimestre 2025. 25, merci. Merci. Marie-André, le mot de la fin peut-être? Tout d'abord, un immense merci, Dr. Asselin, professeur Lausier, merci infiniment. Merci à Mme Suzy Matteau pour son témoignage de ce qu'elle a vécu avec l'hormonothérapie. Puis en conclusion, je vous dirais que je pense que ce qu'il faudrait peut-être retenir aujourd'hui, on aurait pu continuer tout l'avant-midi avec toutes les questions, là. C'est vraiment un sujet de l'heure. On pourrait faire un séminaire sur l'hormonothérapie une prochaine fois. Absolument, on le note. Ce qu'il faut retenir de un, c'est de toujours avoir une communication avec l'équipe de soins. Je le sais que c'est pas toujours facile. C'est pas toute l'équipe de soins, toutes les personnes de l'équipe de soins qui sont réceptives. Souvent, ils viennent de nous traiter pendant 12 mois avec une chirurgie, de la chimio, de la radio. Et là, tout à coup, ils nous arrivent avec l'hormonothérapie, puis on leur dit non, on ne veut pas d'hormonothérapie. C'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure façon d'aborder le sujet. Mais je pense qu'il faut toujours avoir une communication avec son équipe de soins, que ce soit avec le pharmacien, avec l'oncologue ou avec le pharmacien communautaire. Il y a plusieurs personnes disponibles, médecins de famille. Je pense qu'il faut... On a le droit de poser des questions, on a le droit d'être écouté et je pense qu'il faut définitivement conserver cette communication avec l'équipe de soins et insister. Et l'autre message que je voudrais dire avant de terminer, je m'excuse, je prends du temps, c'est, vous avez vu qu'il y a un éventail d'effets secondaires, des femmes qui en ont, des femmes qui n'en ont pas, il y en a qui sont dans le milieu. Il faut, je pense, bien s'informer aux bons endroits, n'est-ce pas? Avec les réseaux sociaux, des fois, c'est facile. Il y a des blogs, il y a surtout des groupes qui sont faits par les patients. Et rappelez-vous que c'est comme dans tout dans la vie, ceux qui critiquent, qui grognent, sont toujours plus apparents que ceux pour qui ça va bien. Donc, il faut essayer de trouver une dose là-dedans. Et moi, je vous dis, si vous débutez, ou qu'on vous propose de débuter l'hormonothérapie, mon message, c'est essayez-le. Essayez-le avec un suivi de l'équipe de soins et voyez, peut-être que vous serez une de celles pour qui les effets secondaires sont tout à fait gérables. Peut-être que vous aurez des effets secondaires, parlez-en à l'équipe de soins. On peut changer de molécule, il y a plein d'alternatives, mais j'ai envie de vous dire, essayez et voyez par la suite. Voilà. Merci à tous. Merci. Donc, oui, on peut les applaudir. Merci.